Voilà, donc bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Tout d'abord, je veux remercier nos sponsors, donc PGL BNP Paribas, Orthopédie Felten et Qualisys, sans lesquels on n'aurait pas le soutien pour organiser ce webinaire à l'Académie luxembourgeoise de médecine du sport, de kinésithérapie et de sciences. Voilà, Axel, est-ce que tu peux prendre le deuxième slide? Donc, pour ce webinaire ici, tous vos micros et vos caméras sont éteints. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Il y a le petit bouton en bas de votre fenêtre, le Q&A ou en français le Q&R pour les questions et réponses. Là, vous pouvez naturellement toujours écrire vos questions et on les répondra à la suite, à la fin de ce webinaire. Je tiens aussi à vous préciser qu'on enregistre ce webinaire, donc même si vous ne pouvez pas atteindre, voir si vous avez des amis qui voulaient encore le voir, il sera encore disponible après aujourd'hui. Avec ceci, je donne la parole à professeur Dr. Axel Uhausen et à Dr. Stifine qui vont vous guider pour ce webinaire. Bonsoir tout le monde aussi de ma part. Bienvenue à ce colloque médico-sportif. Pour celles et ceux qui nous écoutent en live stream maintenant, j'apprécie vraiment que vous n'avez pas cédé à la tentation du beau temps, ni à l'euro. Mais de toute façon, le match qui se joue pour l'instant est certainement moins intéressant que nos présentations. Nous avions planifié ce sujet déjà il y a 8 mois, sans connaître alors l'envergure du problème. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que, premièrement, il est encore plus grand, le besoin a certainement grandi, et deuxièmement, il reste encore beaucoup d'inconnus. Donc, pendant environ l'heure qui suit, nous allons vous présenter l'état actuel sur ce sujet, tout en sachant et en espérant que les études en cours vont mieux nous guider dans les prochains mois. Les présentations se feront en français car nous profitons du format online pour accueillir et saluer nos collègues et amis belges, français, suisses et québécois de RIFORM, qui est le centre francophone du Comité international olympique, de recherche sur la prévention des blessures et la protection de la santé des athlètes. Voici le programme. Je me suis un peu facilité l'affaire parce que moi, je ne vous parlerai que du premier point. Et puis, c'est à la jeunesse de prendre le relais parce que Steve Hein va vous parler du reste du programme. Donc, il va parler du système pulmonaire, du système neuropsychiatrique, du syndrome post-Covid, mais aussi, surtout, le retour au sport et aux activités physiques. Et finalement, il terminera par d'autres impacts de la pandémie. Les sportifs en soi ne sont certainement pas une population à risque pour la COVID-19, mais ils n'y échappent pas non plus. Donc, il y a quand même un nombre croissant et impressionnant de sportifs qui ont été malades. Il y a aussi des cas isolés graves sur lesquels on lit parfois dans les journaux, à la presse. C'est assez spectaculaire quand il y a un sportif professionnel qui ne retrouve plus sa forme, mais ce sont quand même des cas exceptionnels. Quand on parle du retour au sport après une Covid, il faut d'abord éviter la reprise prématurée, bien sûr. Au moment de l'infection, il s'agit d'éviter la contagiosité accrue par les gouttes ou très probablement aussi par les aérosols. Il faut éviter les répercussions graves par des complications aiguës et chroniques d'une infection non guérie, avec un risque actuel qui est encore assez inconnu, il faut dire, incluant aussi le risque après une infection asymptomatique ou très légère. De l'autre côté, il faut aussi éviter de tomber dans l'autre extrême et d'éviter la reprise retardée, parce que nous connaissons très bien les effets négatifs d'une inactivité inutilement prolongée sur les différents aspects de la santé physique et mentale, incluant aussi l'affaiblissement du système de défense immunitaire en cas d'arrêt d'activité sportive. Stéphane en reparlera plus tard.
Vous savez tous que la COVID-19, c'est un syndrome inflammatoire multisystémique. Donc moi, je vais vous parler ici du cœur, et ce que nous craignons le plus en médecine du sport, c'est l'inflammation du muscle cardiaque ou éventuellement du péricarde, donc la myocardite. Cette inflammation, cette myocardite de la COVID est très probablement plutôt atypique. Ce n'est pas une myocardite typique qu'on connaît des autres virus jusque maintenant. On n'a pas encore détecté directement le virus dans le myocarde, par exemple. Et il y a beaucoup d'années, je me suis fait une fois la peine de rassembler toutes les statistiques que j'ai pu trouver sur les morts subites non traumatiques des personnes jeunes. Donc, jeunes, c'était la définition en dessous de 40 ans dans ce cas. J'avais trouvé 703 personnes ici. Et voici les causes de leur mort subite, dont un peu plus que la moitié étaient morts pendant l'effort sportif. Et là, on voit que la myocardite se trouve dans le trio des 3 causes les plus fréquentes, après la cardiomyopathie hypertrophique, qui est une maladie génétique, c'est un épaississement du muscle cardiaque, la maladie coronaire qui commence surtout après 35 ans et qui, après 40 ans, deviendra de loin la cause la plus fréquente d'une mort subite. Il y a déjà la myocardite ici. Ensuite, il y a des causes plus rares, des anomalies coronaires congénitales, etc. Ce qu'on retient aussi de cette statistique, que seulement 38% de ces personnes jeunes avaient des plaintes avant leur événement. Ça, c'est une statistique très récente que j'ai trouvée, elle date de 2021, et les auteurs américains ont rassemblé 97 morts subites chez des jeunes sportifs, donc en moyenne 19 ans, dont plus que la moitié étaient en relation avec l'activité sportive. Seulement 47% de ces jeunes avaient des plaintes avant l'événement, donc ça ressemble aux statistiques d'avant. Et il faut dire que même 8 athlètes avaient eu une consultation cardiologique avant l'événement. Et cette consultation, ils n'ont pas mis ce qu'ils ont fait exactement pendant cette consultation, mais ils n'avaient pas trouvé le diagnostic du myocardite. Donc, ça reste une cause très difficile à déterminer. Voici une très vieille étude sur des souris, parce que c'est quand même difficile de faire ce genre d'études sur les humains. C'est des études qu'on a fait chez des souris, qu'on a obligé de nager pour ne pas se noyer, il faut dire. Donc, ils appelaient ça l'entraînement physique intensif. Et ils ont inoculé ces souris, d'une part des souris non entraînées, de l'autre part les souris entraînées par un virus. Et là, ce n'était pas le SARS-CoV-2, mais c'était dans le temps le Coxsackie B3, qui est en fait le virus le plus fréquent dans le myocardites. Et voici quatre cœurs de souris qu'on voit ici en bas. Ici, ça, c'est un cœur normal de souris. À côté, c'est un cœur de sportif d'une souris. C'est une souris entraînée en natation. On voit qu'il est plus gros que le cœur normal, mais il est tout à fait sain. Voici un cœur avec une myocardite. Donc, c'est une infection aiguë du myocarde. Il est encore plus gros. Évidemment, l'étude du cœur en soi montrerait les infiltrations inflammatoires. Et ici, ça, c'est le cœur d'une souris qui a été infectée, mais qui a été forcée à nager pendant la première période précoce de l'infection. Et toutes ces souris qui ont dû faire un effort physique très intense pendant leur infection sont mortes. Tandis que l'infection en soi, sans entraînement aigu, a donné à peu près la moitié des souris ont quand même survécu cette infection. Donc, on peut conclure que l'entraînement avant une infection, il a un certain effet de protection, parce que les souris qui étaient entraînées, ensuite inoculées, donc infectées sans devoir faire un effort aigu, ils avaient une meilleure protection que les souris non entraînées infectées. Mais dès qu'ils ont dû faire un effort aigu intensif, ça c'est la catastrophe. Donc de là la recommandation de ne pas faire un effort sportif aigu pendant un certain temps au moment d'une infection aiguë. Mais évidemment, la condition est qu'on sait
qu'on sache qu'on soit infecté. Ça, c'est les statistiques qui existent jusque maintenant concernant les myocardites chez les personnes avec une COVID-19. La toute première, elle a un peu semé la panique. C'était une étude allemande sur 100 patients, pas des sportifs, dont un tiers était quand même hospitalisé à cause d'une COVID quand même très sévère. Et ils ont trouvé 78% de cardiac involvement, ils ont appelé ça. Donc, c'est peut-être pas nécessairement une myocardite, mais c'était quand même des inflammations du myocarde. Et de ce temps-là, évidemment, il y a eu des recommandations très sévères parce qu'on craignait vraiment cette myocardite chez les patients après COVID. Par après, la situation s'est un peu calmée parce qu'on a un peu regardé de plus près la situation en incluant aussi des sportifs. Ici, une petite statistique qui suivait sur 12 sportifs d'élite quand même, avec une COVID asymptomatique ou plutôt légère. Là, il n'y avait aucun athlète avec un problème de myocardite décelé. Une autre statistique sur 26 athlètes avait trouvé 15% de définition de myocardite. La suivante, sur 59 athlètes, seulement 3%. Et puis une plus grande, sur 145 athlètes aussi, seulement 1,4% de myocardite. Donc là, la situation s'est quand même nettement calmée. Finalement, ici, une statistique quand même intéressante, mais ce n'était pas des sportifs, c'était des patients qui sont décédés avec la COVID, à un âge quand même en moyenne de 75 ans. Là, on a trouvé 7,2% de myocardite. Et en revoyant un peu les critères réalistes, ils ont trouvé finalement 1,4% de vrai myocardite sur ces patients décédés. Donc, la situation n'est certainement pas si grave que la première statistique avait montré. Et ça, c'est une statistique qu'on a découvert il y a 2 semaines. Et c'est une statistique énorme sur presque 1600 athlètes où systématiquement, après le diagnostic de la COVID, après un test PCR positif, on a fait en moyenne après 22 jours, on a fait une IRM. Et là, on a trouvé 2,3% de myocardite chez ces sportifs, dont un peu plus que la moitié avait seulement l'IRM positif, donc pas d'autres symptômes que l'IRM. Et pour ceux qui sont un peu plus experts dans la matière, on a vu que 1 sur 6 de ces myocardites avaient seulement la troponine ultrasensible positive. Donc, comme critère, ce n'est pas très précis. Et la particularité de cette étude, ils ont refait une deuxième IRM après 1 à 3 mois, 1 à 2 mois. Donc, presque la moitié des cas, ils ont trouvé une résolution complète des particularités. Point de vue statistique, ce n'est pas 100% sûr, mais probablement cette résolution est plus fréquente pour les cas qui avaient une symptomatique moins grave. Et ce qui est intéressant aussi, quand même, 2 tiers des sportifs, ils avaient toujours une sorte de cicatrice dans leur cœur, donc on appelle ça rehaussement tardif ou LGE, et ça peut rester très longtemps. On sait qu'après une myocardite, on peut avoir ce rehaussement tardif, donc une sorte de fibrose dans le muscle cardiaque, dont le pronostic n'est pas toujours très clair non plus. Donc ça, c'est en fait la dernière statistique qu'on peut trouver pour l'instant. Maintenant, l'analyse un peu plus poussée de cette étude, ils ont comparé 4 stratégies pour faire l'IRM. Donc, la première, c'est simplement les sportifs qui ont eu des problèmes, des plaintes. Là, ils ont décelé 5 sportifs avec un diagnostic du myocardite. Deuxième stratégie, c'était les sportifs qui avaient, disons, des plaintes objectives, donc le CG, l'échocardiogramme ou l'examen de laboratoire, donc des troponines positives. Là, ils ont décelé 13 athlètes. En combinant les deux stratégies, donc c'est en fait ce qu'on fait pour l'instant dans la plupart des pays en dehors de telles études, ils ont trouvé 17 athlètes. Et c'est seulement cette étude qui disait donc on va faire une IRM chez tout le monde dès qu'il y a un diagnostic PCR positif, donc s'il y a des plaintes ou pas,
ils ont décelé les 37 athlètes. Maintenant, les auteurs eux-mêmes se posent la question, maintenant, est-ce qu'il faut faire une IRM chez tout le monde après un diagnostic de COVID? Là, ils disent qu'il y a quand même certaines limitations à cette étude, surtout que les critères de myocardite qu'on utilise pour donner ce diagnostic à l'IRM ont été validés seulement dans les myocardites symptomatiques, pas dans les cas asymptomatiques. Or, ici, ils projettent ça sur d'autres cas, donc normalement, ce n'est pas permis. Et ils disent eux-mêmes qu'il faut quand même faire des analyses supplémentaires avant de conclure un IRM à tout le monde, qui de toute façon, du point de vue faisabilité, n'est pas réaliste du tout. Ça enlèverait même, à part les coûts, ça enlèverait même cet instrument à d'autres patients qui en ont vraiment besoin. Donc, c'est, comme ils disent, to be a work in progress. Maintenant, si on parle des principes de retour au sport, Steve Hyde va vous en parler encore plus en détail. Il faut adapter les examens aux sportifs individuels. Donc, ça dépend de la sévérité d'atteinte de la COVID. Ça dépend du risque, donc surtout l'âge, c'est un grand facteur de risque. Mais ça dépend aussi du niveau du sportif. Donc, on sera plus sévère chez un sportif professionnel que chez un sportif de loisir. Mais il faut respecter aussi les ressources limitées. Donc, l'accessibilité des examens compliqués, les coûts, et éviter des examens et des inaptitudes inutiles qui aussi auront des effets négatifs, évidemment. Ici, les auteurs ont quand même conclu que les expériences qu'ils avaient jusqu'alors, donc c'était une étude de début 2021, ont quand même suggéré que presque tous les athlètes qui ont eu la COVID, du moins quand c'est une infection plutôt légère, ne gardent pas de séquelles. Donc ça, c'est l'opinion actuelle. Les recommandations internationales, que faire chez les sportifs et comment est-ce qu'ils peuvent retourner dans le sport? Il y en a pour l'instant dans plusieurs pays. Une des premières, c'était quand même la recommandation allemande qu'on a mis au point fin 2020, mais peu après, les Anglais, les Américains ici et les Australiens ont suivi avec d'autres recommandations. Il faut dire que toutes ces recommandations sont basées plutôt sur des opinions d'experts que sur des études très dures. Et il n'y a pas de possibilité de donner des recommandations qu'on appelle evidence-based à ce stade. Donc, c'est des opinions d'experts. Si on regarde un peu de plus près les recommandations ici américaines, qui me plaisent assez bien, ils regardent ils ont d'abord fait la distinction entre les master athlètes, donc les athlètes d'un certain âge. Ils ont fait d'autres recommandations, mais quand même finalement assez semblables pour les étudiants, pour les high school sports, et encore d'autres pour les athlètes de compétition. Mais finalement, il n'y a pas de grande différence. Je vous présente seulement ce qu'ils mettent pour les master athlètes. Donc là, uniquement les athlètes qui ont eu des symptômes au moins modérés doivent être suivis de plus près par après. C'est quoi un symptôme modéré? C'est ceux qui gardent quand même une fièvre pendant plus longtemps, avec des frissons, des douleurs musculaires, une certaine léthargie, des problèmes respiratoires ou des douleurs à la poitrine. Donc, ceux-là, ils doivent faire 10 jours de pause avec pas d'exercice physique. Et après, quand les symptômes se sont résolus, là, il faut une évaluation par un médecin. Le médecin fait un ECG au repos, il fait un examen de laboratoire, surtout les troponines ultrasensibles, et une échocardiographie. Et seulement s'il y a des résultats abnormaux parmi ces trois-là, là, les Américains recommandent de faire une IRM. Et si l'IRM est négatif, ils osent faire le test d'effort. Mais ça, c'est un peu typiquement américain, je dirais. Ici, on passe directement, plutôt en Europe, on passe directement, dès qu'il y a une anomalie ici, on peut passer à un test d'effort, où de toute façon, on voit tout ce qui se passe sur le CG pendant l'effort même. Donc, on n'aura pas les moyens de faire une IRM chez tout le monde et oser seulement faire un test d'effort chez ceux qui ont une IRM négative. Tandis que les groupes qui ont été asymptomatiques ou seulement de faibles symptômes, après 10 jours de pause, ils peuvent doucement recommencer leur activité sportive sans devoir passer par ces examens à moins qu'il y ait des symptômes qui se développent. Pour ceux qui ont été hospitalisés, donc ici le côté droit, c'est évidemment beaucoup plus sévère.
ceux-là, ils doivent faire une pause pendant 2 semaines et puis ils doivent obligatoirement passer par une évaluation médicale si ce n'est pas fait avant décharge de l'hôpital, avec évidemment des tests cardiaques plus poussés. Et là, tout va se décider selon le résultat de ces tests cardiaques. Mais cette situation de patients hospitalisés se pose évidemment assez rarement chez les jeunes sportifs de compétition. Si jamais il y a une suspicion de myocardite, là, les recommandations sont beaucoup plus sévères. On va y passer après. Ce qui est intéressant, c'est de savoir les red flags. Donc, les signes d'alarme. Quand est-ce qu'il faut faire maintenant une IRM? Là, les auteurs disent que quand il y a des symptômes vraiment suspects, quand il y a des symptômes qui durent longtemps, comme des douleurs thoraciques, des dyspnées anormales, surtout évidemment quand il y a une syncope à l'effort ou une suspicion d'arythmie, par exemple des palpitations qui n'étaient pas présentes avant. Quand la troponine mesurée 2 fois est anormale, il faut faire un peu attention parce que les troponines peuvent rester élevées pendant 1 à 2 jours après tout exercice intensif chez les sportifs. Donc, ça doit être dans une période où pendant 1 à 2 jours, on n'a pas fait d'exercice intensif avant. Quand il y a des nouveaux signes d'ECG suspects, donc ça veut dire qu'il faut avoir un ancien ECG. Ça aide beaucoup. C'est tout l'intérêt d'avoir un ECG de base pour pouvoir déceler les ECG qui ont changé. Parce que beaucoup de sportifs ont des particularités à leur ECG. Et si on ne sait pas si le sportif avait déjà cette particularité avant, donc là, on a des problèmes, surtout si on ajoute aussi un ECG d'effort. Il faut savoir, est-ce qu'il avait peut-être une ou l'autre hexacétone avant. Et ça, dans beaucoup de cas, malheureusement, on ne l'a pas. Donc ça, c'est le critère suivant. Donc, s'il y a l'ECG, on voit des arythmies. Là, le critère suivant, c'est des anomalies à l'échocardiographie et c'est surtout la fonction ventriculaire gauche, mais surtout la droite. Il paraît que le ventricule droit, il est le plus sensible à la COVID. C'est un peu plus difficile à mesurer, mais les personnes qui font souvent les échocardiographies s'y connaissent. Et un critère assez sensible, c'est ce qu'on appelle le strain longitudinal global, qui doit être au-dessus de 16%, qu'on peut mesurer, ça c'est mis ici en bas aussi pour le ventricule droit, mais aussi pour le ventricule gauche. Évidemment, s'il y a des anomalies de mouvement du ventricule, ici ils mettent surtout le droit, ça c'est plus difficile à voir à l'échocardiographie. Dans le doute, faire une IRM, ça c'est clair. Quand il y a des signes de péricardite, aussi quand il y a une dysfonction diastolique également. Ça, c'est les recommandations qui concernent maintenant l'imyocardites, donc les cas graves, mais heureusement assez rares. Là, les recommandations actuelles, qui datent d'il y a 2 ans, ils disent quand même qu'il faut arrêter l'activité sportive pendant 3 à 6 mois. Et le retour est orienté à la fonction systolique du ventricule gauche à l'échocardiographie. Évidemment, les marqueurs dans les prises de sang, les marqueurs de labo doivent être normalisés, mais ça, dans la plupart des cas, on l'aura. Et évidemment, il ne faut pas avoir d'arythmie significative. Donc, il faut faire un test d'effort chez ces sportifs avant de leur donner la carte verte. Et il faut faire un monitoring pendant au moins 24 heures qui inclut leur activité sportive intense habituelle avant de pouvoir les reprendre dans l'entraînement normal. Donc, ces conditions doivent être remplies. Mais évidemment, 3 à 6 mois d'arrêt pour un sportif de haut niveau, c'est beaucoup, mais c'est myocardite. Et si pour terminer, l'algorithme décisionnel de la première recommandation allemande, on était plus sévère parce que ça concernait plutôt les sportifs de compétition. Donc, même sans symptômes, on avait dit que tout le monde doit avoir un examen de base, incluant un laboratoire, un ECG au repos et à l'effort. Maintenant, je crois que la tendance est plutôt, s'il n'y a pas de symptômes, on pourrait passer cette étape-là. Mais dès qu'il y a une pneumonie, pendant la période de la COVID, donc il faut se poser la question s'il y a une pneumonie chez les personnes symptomatiques. Si pas de pneumonie, mais quand même des symptômes cardiaques, là, il faut ajouter au test d'effort une mesure de la saturation d'oxygène, donc au moins par oxymétrie et une spirométrie. Donc ça, le test d'effort devient un peu plus lourd.
Et s'il y a une pneumonie, c'est le cas ici, là, c'est arrêt pendant 4 semaines et il faut faire le gaz sanguin pendant le test d'effort. Donc, il faut voir ce qui se passe avec le gaz sanguin avec une méthode quand même plus fiable qu'une simple oxymétrie qu'on mesure au bout des doigts. Et une barytomographie, on peut faire aussi pour voir la diffusion de l'oxygène, ce qui revient un peu au même. Ça, c'est un exemple pour terminer ce point. Ça, c'était un sportif professionnel qu'on a mesuré lors de son retour après la COVID. On voit ici, avant l'effort, la pression d'oxygène dans le sang, c'était 94 mm Hg. Et la saturation mesurée donc, dans le sang, dans les gaz sanguins, était presque 98%. Et après l'effort maximal, il tombe quand même avec sa PO2 nettement à 68 mm Hg, donc c'est une vraie chute d'oxygène. Et la saturation tombe quand même de plus que 5%. Donc c'est quand même une chute impressionnante. Et pour un peu montrer ce que ça veut dire, cette chute, j'avais montré aussi aux sportifs et aux responsables, qu'est-ce que ça veut dire 68%, 68 mm Hg de PO2. Donc, si on rapporte ça à l'altitude, on voit que c'est comme si on était à une altitude de 3000 mètres. Donc, il se trouverait sur le terrain privé d'oxygène, comme si de 0 à 3000 en quelques minutes. Donc, qu'il ait la sensation d'avoir une dyspnée, donc des problèmes respiratoires, c'est tout à fait normal. Et on voit très bien aussi que la PO2 réagit beaucoup plus fort que la saturation en oxygène. C'est la particularité de la courbe donc de l'hémoglobine qui retient l'oxygène très bien et la saturation tombe seulement dans des altitudes beaucoup plus fortes. Donc ici, à 4000 mètres, la saturation tend à diminuer très fortement alors que la PaO2, donc la pression en oxygène, tombe dès le début. Donc c'est un critère plus précis que la simple saturation que l'on mesure par une oxymétrie. Donc c'est tout ce que moi je voulais vous dire sur les effets cardiovasculaires après la COVID. Maintenant, j'arrête ma présentation et je passe immédiatement à Steve Hein pour sa part. Voilà, c'est à toi, Steve. Merci beaucoup, professeur Rosen. Je vais juste activer la présentation. Voilà. Ok, bonjour à toutes et à tous. J'ai la chance de vous présenter aujourd'hui ce sujet important et j'espère bien que je peux vous donner quelques astuces pour votre pratique de tous les jours. Je vais commencer avec quelques mots sur les nombreuses inconnues, insécurités et incertitudes qu'on avait dès le début de cette pandémie et qui nous ont créé beaucoup de problèmes aussi dans le domaine médical. Beaucoup de décisions ont dû être prises souvent sous pression et sans les bases scientifiques à lesquelles on était habitué auparavant. Ces critères de rigueur scientifique n'étaient pas observés dans beaucoup des études. Je vous ai présenté ici deux différents articles de le British Medical Journal, de leur partie Evidence-Based Medicine, qui ont travaillé là-dessus et ont observé les qualités des différentes présentations qui ont été différents articles des premiers 3 à 5 mois. Vous voyez ici qu'on avait une inondation d'articles qu'on n'avait jamais auparavant. Ici, il présente le nombre d'articles de la COVID-19 dans les premiers mois en comparaison à la pandémie H1N1 de 2009. Et vous voyez que c'était très difficile à cause de tous ces articles de filtrer les bons articles, même pour les professionnels de santé. Ici est représenté le degré de qualité des articles qui ont été publiés. De tous les articles de Google Scholar, 95% étaient gradués comme low quality ou critically low, ce qui est énorme. Donc, je pense que vous avez tous entendu des
problème des INS, de l'hydroxychloroquine, mais aussi de l'étude que le professeur Oberhausen vous a montré, l'étude allemande avec le taux très élevé de myocardite qui a créé beaucoup de peur, a arrêté beaucoup, même les Big Ten en Amérique a été arrêté à cause de ça. Et finalement, on sait que ces dates étaient exagérées. Donc, quels risques sont là pour nos sportifs? On a déjà discuté sur le cœur, mais il y a beaucoup d'autres organes qui sont atteints ou peuvent être atteints par la COVID. Et ces organes atteints en phase aiguë peuvent aussi créer des problèmes au return to sport. Je vais surtout parler sur les problèmes pulmonaires et aussi les problèmes psychologiques parce qu'ils sont nombreux. Si on regarde le système pulmonaire, qu'est-ce qui est une évolution typique? On sait que le virus SARS-CoV-2 atteint surtout les poumons. C'est l'organe de prédilection. Ça explique pourquoi la toux est le symptôme le plus fréquent de la COVID, comme aussi la dyspnée. Si les patients sont atteints d'une pneumonie, c'est souvent entre le 6e et le 11e jour. C'est que vous voyez ici dans cette représentation où ils ont regardé les patients qui ont développé une pneumonie, à quel moment, à quel jour est-ce qu'ils l'ont développé. L'image typique de cette pneumonie, vous voyez au-dessus, avec beaucoup de liquide en région interstitielle des poumons. Mais il faut dire qu'il n'y a pas chacun qui développe la pneumonie. Il y en a qui la développent en étant presque asymptomatiques, mais la plupart deviennent dyspnéiques et développent une toux. À la sortie de l'hôpital, encore 64% des patients ont des signes de cette atteinte de pneumonie s'ils en ont développé une. Donc, ça ne part pas tellement vite. Ça, on connaissait déjà des autres maladies infectieuses, des autres pneumonies virales, aussi bactériennes. On sait que les symptômes s'améliorent beaucoup plus tôt que l'image. Mais quand on exerce un effort, on peut tout de même sentir ce reste de la fonction pulmonaire qui n'est pas encore normalisée. Toux et dyspnée, étant les symptômes les plus fréquents, sont aussi les symptômes qui persistent les plus fréquemment. Souvent, ils disparaissent dans les premières 4 semaines en post-infection, mais un certain pourcentage de patients qui ont été hospitalisés maintiennent cette pneumonie jusqu'à 4 à 6 mois dans les nouvelles études. Donc, ce n'est pas tellement self-limiting. Quelles complications sont possibles? Là aussi, on a beaucoup de connaissances d'autres maladies virales bactériennes, d'autres pneumonies, et on sait qu'une pneumonie bactérienne, il faut aussi au moins un mois pour se remettre, souvent beaucoup plus. Donc, ça, on savait déjà. La COVID n'est pas totalement différente. Ici, il y a une étude, le deuxième point, où 100 jours après l'infection aiguë, on a fait des tests pulmonaires, de fonction pulmonaire, et on a vu qu'il y avait encore 21% des gens qui ont eu une capacité de diffusion réduite. Ça c'est très probablement parce qu'il y avait encore des restes de fluides dans les régions interstitielles du poumon. Tout au plus, il y a des patients qui ont des désaturations asymptomatiques, comme dans l'exemple de professeur Oberhausen à la fin, sans qu'ils le remarquent. Donc, c'est aussi des sujets jeunes avec des symptômes légers et sans antécédents pulmonaires qui peuvent encore avoir montré des problèmes assez longtemps. La fibrose pulmonaire est discutée beaucoup. Là, on n'est pas encore sûr, mais on a des exemples des autres épidémies SARS-CoV-1 et MERS de 2003 et 2012, d'autres coronavirus, où on sait qu'il y avait jusqu'à un tiers de patients avec des symptômes sévères, avec des hospitalisations qui ont montré une fibrose pulmonaire par après. Mais c'est trop tôt pour le dire pour le COVID, et pour le moment, ça semble être un pourcentage plus petit. Il faut dire que dans ces épidémies, on n'avait pas le nombre de patients qu'on a aujourd'hui, donc les études étaient limitées. Chaque infection des poumons peut exacerber ou démasquer un asthme. Beaucoup de sportifs ont un asthme très fort, parfois qui n'est pas encore connu, donc aussi la COVID peut démasquer un asthme.
Pour les conclusions, pour le système pulmonaire, on sait que les symptômes pulmonaires sont fréquents et aussi souvent prolongés. La majorité tout de même de nos athlètes avec une atteinte légère ou modérée vont se remettre sans qu'il faut faire un bilan supplémentaire. Tout de même, si une fatigue précoce à l'exercice, une incapacité d'exercice apparaît après, à la reprise, il faut toujours penser aussi à ces effets de long terme pulmonaires et faire la diagnostic différentiel avec une origine cardiaque possible aussi. L'étude Buckland-Davis a nommé un nombre de 50% de patients hospitalisés qui devraient être suivis par une réhabilitation pulmonaire. Je pense qu'un grand pourcentage de ceux-ci pourra se faire en ambulant avec les physiothérapeutes, les kinés aussi. Donc peut-être ce pourcentage est un peu exagéré tout de même. Mais aussi pour une réhabilitation pulmonaire, l'exercice physique est la fondation et la base. Donc, beaucoup de ce que je vais vous raconter sur Return to Sport pourrait être utile aussi pour la réhabilitation pulmonaire. Pour les effets psychologiques, je pense on sait tous que ça a eu beaucoup d'effets psychologiques sur notre population générale. On a clairement démontré qu'il y a une augmentation des maladies telles que l'anxiété, les dépressions, les post-traumatic stress disorders, surtout chez les patients hospitalisés, et d'autant plus chez nos adolescents. Ça sans qu'il y avait une infection souvent, juste à cause de la pandémie déjà. L'infection grave, ceci encore une fois. On le savait déjà des épidémies de SARS-CoV-1 et de MERS, où un pourcentage impressionnant de maladies psychiatriques est apparu en post-hospitalisation chez les patients. Aussi pour le SARS-CoV, on a des études récentes. Après 6 mois, il y a tout de même un pourcentage de 8 à 13% de gens qui n'étaient pas obligatoirement hospitalisés, mais qui étaient infectés, qui ont montré un nouveau diagnostic psychiatrique. Donc, les 8%, c'était pour les présentations plutôt légères, symptômes légers. Les 13, c'était pour les patients hospitalisés aux soins intensifs. Et il y a beaucoup de patients qui avaient déjà des problèmes psychiatriques. Donc, le pourcentage, si on incorpore ceci, était encore plus élevé. Dans le Lancet Psychiatry, ici, avec un énorme nombre de patients, ils ont montré que la COVID n'est pas comparable à d'autres maladies du tract respiratoire. Donc, respiratory tract infections, vous voyez que la COVID crée plus de problèmes psychiatriques que les autres maladies, probablement aussi dû à cette pandémie et le confinement et tout. Maintenant, chez les sportifs, on sait que même sans infection, il y avait une perturbation du sommeil et de l'humeur chez beaucoup de nos athlètes. Ici, dans le Journal Sleep, il y a une représentation graphique où il montre que chez un nombre de 600 athlètes haut niveau, plus que la moitié a dit que leur mood, leur sleeping pattern et leur mental health a significativement diminué pendant la pandémie. Quels facteurs peuvent influencer ça? Ils ont aussi recherché. Vous voyez ici les facteurs prédominants qui sont, je pense, pour vous tous déjà bien connus, mais qui peuvent être utilisés aussi comme prévention, comme pour un screening. Donc, on peut en parler avec nos athlètes activement déjà pour la prévention des problèmes psychiatriques. On a aussi démontré maintenant une association significative de la réduction du temps d'entraînement avec la prévalence de dépression et d'anxiété pour la COVID. Et ici, dans 2 grandes études avec des sportifs de haut niveau, une fois sud-africain, une fois norvégien, vous voyez des pourcentages de même significatifs des différentes maladies psychiatriques qui sont apparues. Très important, je trouve aussi les troubles alimentaires, surtout chez les femmes, qui ont été un grand problème et sont un grand problème en post-pandémie maintenant. Pour les quelques messages clés, je pense qu'il faut vraiment dépister activement pour ces troubles de l'humeur chez nos athlètes, troubles de sommeil, mais aussi de la nutrition. Et n'avoir pas peur de donner la main, de demander un avis professionnel. Les signes d'alerte, comme un comportement d'intrusion qu'on est orienté de plus en plus envers soi,
une altération du poids en haut ou en bas, mais aussi une fatigue excessive inconnue peuvent être des signes d'alerte pour les entraîneurs. En prévention aussi, l'éducation sur l'hygiène du sommeil, sur les habitudes alimentaires et les différentes stratégies de relaxation peuvent aider. Les Anglais ont publié quelques recommandations concernant le domaine psychosocial en Return to Sports. C'est très intéressant, je trouve. Pour le syndrome post-Covid, ou aussi appelé long Covid, défini par des symptômes qui apparaissent ou qui persistent plus que 3 mois après le début de l'infection, et c'est fréquent, 1 sur 10 patients le rapportent au moins un symptôme qui persiste plus que 3 mois. Et ceci n'est pas toujours associé avec la sévérité de l'infection initiale. Ici, dans une publication du JAMA Network, vous voyez les symptômes qui persistent après 6 mois. Donc, comparaison en bleu, les symptômes aigus, donc la fatigue, et en orange, ces symptômes, combien de pourcents ces symptômes persistent après les 6 mois. Donc, ici, il y a un grand nombre de symptômes qui peuvent persister, mais c'est surtout la fatigue et aussi la perte d'odorat qui sont probablement couplés un peu, parce qu'il s'agit 2 fois de symptômes neuropsychiatriques. Je pense là, on va devoir attendre encore de plus longues études qui vont venir. Pardon. Maintenant, on retourne au sport. Il n'y a pas de seule solution à tout. Il faut, comme François Ozen a déjà dit, vous avez beaucoup de différents paramètres, comme la sévérité de l'infection, donc les cours de l'infection aiguë avec les symptômes, ce qui est le plus important, les facteurs individuels du patient, comme l'âge et les sports pratiqués. Je pense que le golf n'est pas à voir comme l'athlétisme, par exemple, et le niveau de fitness de base aussi. Et la reprise doit toujours être progressive. On commence par une return to activity, alors par la suite return to sports et à la fin return to competition. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si on a été asymptomatique? Donc, il y a la possibilité qu'on avait juste un contact et on est mis en quarantaine. Là, très probablement, on pourrait continuer à faire un peu de sport, observer cette température, ces symptômes tous les jours. Mais surtout pour le cas du test positif sans symptômes. Là, les différentes recommandations tout de même ne sont pas du même avis toujours. Je pense là, c'est bien de demander à un professionnel de la santé pour une différenciation un peu du risque qui devra être beaucoup adapté à l'âge du patient et à ses antécédents médicaux et donc son risque de faire un épisode grave de la maladie aussi. En étant symptomatique, vous savez tous que la plupart des gens ont des symptômes légers ou modérés qui persistent souvent jusqu'à même 4 semaines. C'est une présentation de l'OMS ici. Ici, une étude sur des patients jeunes sans maladie chronique connue. Et même pour eux, après 2 à 3 semaines, 1 sur 5 n'avait pas encore retrouvé son état de santé habituel. Ça, il faut juste se rendre compte qu'il faut donner le temps nécessaire à son corps, comme chez toutes les autres infections aussi. Et il y a tout de même, c'est fréquent qu'on a encore des symptômes persistants. De la même étude ici, une étude américaine avec 250 patients, pas des sportifs, qui a regardé quels symptômes étaient encore persistants après les 2 à 3 semaines, et de même fatigue, toux et dyspnée. Il y a des facteurs de risque, comme déjà nommé. De la même étude, encore une fois, on a montré que la probabilité d'être encore pas en bonne santé après 14 jusqu'à 21 jours monte significativement si on a des antécédents médicaux ou si on est plus âgé. Donc, ça, il faut juste le retenir. Et là, on doit faire plus doucement pour la reprise du sport. On a un consensus général pour ceux qui ont été symptomatiques dans toutes les recommandations qu'il faut attendre au minimum 10 jours après le début des symptômes pour une reprise de l'activité et au minimum de 7 jours sans symptômes, et il faut arrêter tout traitement médicamenteux qui pourrait cacher un symptôme ou améliorer les symptômes.
avant de commencer avec de l'activité physique. Ces intervalles se rallongent selon les différents facteurs de gravité. Avant une reprise du sport, si on avait une symptomatique modérée, au moins, il faut une anamnèse et un examen clinique. Et si les symptômes persistent dans l'examen clinique, le repos doit être continué. Et là, les différentes recommandations ne sont pas toujours du même avis, mais un repos pour 4 à 6 semaines apparaît souvent. Encore une fois, les symptômes les plus importants sont clairement une nécessité d'oxygène et les symptômes cardiovasculaires, comme de la dyspnée, des syncopes ou des symptômes de pré-syncope, mais aussi une intolérance à l'ecstasy. C'est ce auquel il faut faire attention, même à la reprise de l'activité. Si on a maintenant eu une symptomatique qui était plus que modérée, en phase aiguë, il faut que la professionnelle de santé juge que le risque de la reprise d'activité est classifié comme léger suite à son anamnèse et son examen clinique, et aussi que les examens complémentaires qu'il a jugés nécessaires ont été négatifs. Pour la suite, la reprise devrait se structurer lentement, d'une façon structurée, étape par étape, et très progressif. Et d'abord, on retourne à l'activité physique et puis à l'entraînement du sport, comme on est habitué. À tout moment, il faut arrêter si l'apparition des red flags dont le professeur avait déjà parlé. Ça peut être des symptômes cardiovasculaires, pulmonaires, gastro-intestinaux ou de nouveau des signes d'infection. Il faut se faire réexaminer dans la suite. Le return to competition, d'abord, il faut vraiment avoir une performance adéquate à l'entraînement. Il faut se réhabituer à des intensités élevées sans qu'il y ait des symptômes qui apparaissent à nouveau. Et considérer aussi qu'il y a un grand risque de blessure juste déjà à cause de la pandémie, de le confinement et de l'arrêt d'entraînement quand on a été positif et en isolement. Quelle règle générale pour la reprise de l'activité? Commencez d'abord avec des activités légères, comme l'entraînement de flexibilité, de coordination, de stabilisation. Puis, on peut commencer avec un renforcement musculaire, avec surtout une notion sur des pauses de intervalle assez élevées pour ne pas surcharger le système cardiovasculaire au début. Puis, on peut commencer assez vite avec une endurance fondamentale, des entraînements extensifs qu'on peut augmenter progressivement dans leur intensité et revenir dans les intensités connues par après. Très important, vraiment le temps de récupération doit être suffisant entre ces unités. On a de l'aide aussi déjà du temps d'avant la pandémie. Le Strength and Conditioning Journal des Américains ont publié en 2019 une aide pour les sportifs universitaires qui ont fait une pause qui durait plus que 2 semaines. Ils ont établi un programme de reprise sur 2 à 4 semaines. Donc, il faut se rendre compte que ces athlètes n'étaient pas malades. C'était des pauses pour d'autres raisons. Ils ont fait des recommandations pour les différents sports aussi. Un point important, c'est qu'il faut créer des plans d'urgence en avance, qui peut aussi, pour la pandémie du Covid, qui peut aider. 2 règles principales pour l'entraînement d'endurance, ils ont leur 50-30-20-10 rule. Donc, la première semaine, on commence avec 50% du volume normal, puis 30%. Et pour le renforcement musculaire, la FIT rule, donc d'abord progression de la fréquence, puis de l'intensité et puis de temps général de l'entraînement. Très intéressant à recommander. Maintenant, la publication du British Medical Journal, c'était une des plus claires avec une présentation assez structurée qui est apparue déjà après le 7e mois de la pandémie. Je vais vous guider un peu dans ce diagramme. Ici, vous avez les stages. Donc, le plus tôt, il faut vraiment commencer avec une return to sport au 17e jour. Chaque stage doit durer au moins 1 jour, plutôt 2. Il propose, peut-être encore une fois, s'il y a une réapparition des symptômes, même aspécifiques, on pause pour 24 heures et on retourne à l'étape précédente selon eux.
Il propose différentes activités aux différents stades et aussi les objectifs pour chaque stade pour arriver à un return to competition par après. Les red flags cardiovasculaires surtout, comme déjà discuté par professeur Uhausen, il faut toujours les suivre, surveiller, même à la fin de la réhabilitation. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faut réexaminer l'athlète. Progressivement augmenter les charges et à ce moment, on peut surveiller la fatigue de l'athlète, ce qui est apparent dans beaucoup de recommandations aussi pour le long Covid, le post-Covid. Il faut aussi surveiller la qualité du sommeil parce que ça peut être des indicateurs quand il va trop vite à la reprise. Le stress psychologique, le pouls du matin est un bon indicateur. S'il est plus que 10 barres plus haut que d'habitude, ça nous montre dans l'étude un surentraînement et ça pourrait être aussi utile pour la prise du sport après le Covid. L'échelle Weight of Perceived Exertion, vous le connaissez tous, peut être aussi utile. Et un carnet pour la documentation. Qu'est-ce qui est une progression réaliste? Donc ici, il ne s'agit pas de patients atteints du Covid, mais des patients qui ont été immobilisés ou une de leurs jambes a été immobilisée pour 2 semaines complètement. On voit qu'ils ont perdu une masse musculaire significative de 5 à 10% et encore plus de leur force maximale. Et intéressant en plus qu'ils ont pris sans infection plus que 4 semaines pour revenir au niveau qu'ils avaient auparavant. Donc aussi pour une infection au Covid où beaucoup sont aussi immobilisés, ça ne peut pas aller plus vite. L'étude que j'ai trouvée avec une infection, où il y a des patients tout de même qui étaient aux soins intensifs, donc immobilisés et une infection plus grave, on voit que la force diminuait encore beaucoup plus, parce que l'affection en soi a un effet myopathique. Je vais parler encore brièvement sur d'autres impacts de la pandémie, parce que ça me tient au cœur. On a des études, les premières études qui montrent que la pandémie a déconditionné nos enfants. Ici, on va regarder chez 10 enfants au cours avec une comparaison pre-Covid et post-Covid de la pandémie, les VO2 max, un test à l'effort. Et on a remarqué qu'ils ont diminué, 9 sur 10 enfants ont diminué leurs conditions physiques, le VO2 max, et seulement un enfant l'a amélioré. Et normalement, ils devraient tous s'améliorer parce qu'ils deviennent plus grands, plus forts. Ce n'était pas le cas. Une autre étude coréenne sur l'obésité des enfants. Le taux d'enfants qui étaient considérés comme en surpoids ou obèses a augmenté ici de 7,5% pendant la pandémie. Ce qui est impressionnant et je pense que je voulais juste vous sensibiliser qu'il y a aussi beaucoup d'autres problèmes de cette pandémie où il faut faire attention. Je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions, on sera à la disposition. Voilà, merci beaucoup Steve, merci Axel. Juste avant qu'on commence avec les questions, je tiens déjà à vous informer de la suite de notre programme, de notre calendrier pour ces webinaires, voire nos colloques. Donc, on essaye de reprendre en septembre après une petite pause d'été avec la thématique que vous voyez sur l'écran maintenant, donc les Female Athletes in Elite Sports. Là, on essaiera de nouveau de le faire en live. Il faut voir, et vous aurez dans la newsletter que vous pouvez abonner, vous aurez plus d'informations. Si à ce point-là, on peut déjà le faire, si les interlocuteurs peuvent venir au Luxembourg ou non, mais vous recevrez toutes les infos sur soit nos pages Facebook, soit en abonnant notre newsletter. Voilà. Steve, peut-être que tu peux arrêter le partage de l'écran. Voilà, on a déjà les premières questions qui arrivent. Donc, la toute première, est-ce qu'on sait déjà si une myocardite
qui s'est développée à la suite d'une infection par le COVID, si elle est plus grave qu'une myocardite, disons normale, donc par une autre infection, et aussi s'il y a des arythmies ou des insuffisances cardiaques qui sont plus fréquentes après une infection au coronavirus COVID-19. C'est en effet une bonne question que je me pose cependant moi-même aussi. Il n'y a pas encore de résultats là-dessus. Vous avez bien vu que l'étude que j'avais présentée, elle date il y a 2 semaines avec les myocardites, mais elle va se poursuivre. Donc, les auteurs ont mis qu'ils vont suivre ces athlètes avec une myocardite pendant les prochains mois et années. Et donc là, on saura plus. Donc, pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question. Bon, il y avait une tendance que suite aux problèmes d'infrastructure, qu'on n'a pas détecté le virus en soi, pas de présence de virus dans le myocarde et moins des myocardites lymphocytaires, que ça pourrait être moins grave qu'une myocardite par le virus de Coxsackie. Mais ça, c'est des idées qu'on a pour l'instant qui ne sont pas prouvées. Donc, on ne peut encore rien dire là-dessus. OK, merci Axel. Puis on a une deuxième question de nos amis kinés. Est-ce qu'on sait est-ce qu'on sait déjà quelque chose sur la vaccination et la performance sportive? Est-ce que ça a des influences? Est-ce qu'il y a déjà des connaissances à cette thématique? Pas que je sache, c'est la raison pour laquelle dans Reform, on va commencer une étude pour essayer de tirer au moins des impressions des athlètes qui ont été vaccinés. Ça va probablement débuter après les Jeux olympiques. Ce questionnaire qu'on va lancer sur le plan international, et je ne connais pas d'études à ce sujet pour l'instant, mais je sais qu'il y a des efforts en cours. Mais c'est très subjectif aussi. Hein. Donc maintenant, les sportifs, évidemment, quand on a été vacciné, quand on a une mauvaise performance sportive, on a quand même tendance à penser que c'est peut-être à cause de ça. Donc c'est extrêmement subjectif. Donc il faudrait normalement suivre des critères objectifs directement après la vaccination, comme au moins la fréquence cardiaque à l'effort pendant un effort sous-maximal et tout ça. Moi, on n'a rien trouvé à ce niveau. Mais je suis certain qu'il y a des études en cours. Je ne sais pas si Steve a des idées là-dessus, mais pour l'instant, c'est une très bonne question, mais qu'on veut essayer de résoudre. En ce qui concerne mon expérience personnelle, j'ai eu des athlètes dans l'endurance qui m'ont scrupuleusement envoyé leur fréquence cardiaque pendant leur effort, pendant 2 semaines après la vaccination, et qui ont mis parfois quand même quelques jours pour récupérer, qui par exemple ne pouvaient pas faire le dernier intervalle intensif. Normalement, ils faisaient 5 intervalles intensifs et 5 jours après la vaccination, ils ne pouvaient que faire 4 et ça durait 10 jours avant de pouvoir refaire le 5e. Mais on a d'autres athlètes qui ont fait une des meilleures performances de l'année 4 jours après la vaccination. Mais ça, c'est des cas individuel. Et peut-être il y avait aussi la suspicion que l'effet du vaccin pourrait être diminué par un entraînement excessif assez tôt. L'idée vient d'autres études où ils ont regardé une perte de sommeil la nuit après la vaccination, que ceci peut influencer le taux d'anticorps par après. Et probablement tout stress pourrait le faire, mais là aussi les études manquent. Il y a des études sur d'autres vaccinations qui ont montré que l'effet d'une vaccination, ce n'était pas la vaccination contre la COVID, mais toutes les autres vaccinations n'entravent pas l'effet de la vaccination. Donc, on peut faire un entraînement intensif tout après et le taux d'anticorps n'était pas du tout influencé par l'activité sportive, mais après une vaccination de COVID, je dirais quand même pendant 1-2 jours, il ne faut pas faire de sport. Certainement pas intensif parce qu'il y a certains cas individuels que j'ai reçus dans ma consultation qui m'ont raconté qu'il y a eu des tachycardies, des accélérations anormales de la fréquence cardiaque pendant 1-2 jours après la vaccination. Donc, il faut quand même faire attention. Le corps doit réagir à cette vaccination. Donc, moi je déconseille formellement des efforts sportifs intensifs le jour, au moins 1 jour et peut-être 2 jours après la vaccination. Le reste, c'est très individuel. Mais l'effet de la vaccination n'est pas influencé. D'accord.
on a une autre question. Est-ce qu'il faut préconiser un apport protéique supplémentaire après la vaccination? Pas que je sache, mais l'apport protéique, il est souvent critique, mais à mon avis, indépendamment de la vaccination, là, je ne connais aucune étude qui a adressé ce sujet. Moi, je dirais non, l'apport protéique, il doit être comme il est chez les sportifs, donc il y a des moments où c'est important, mais que la vaccination, il change quelque chose, je ne crois pas, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est un apport calorique en plus, avec une diminution en même temps d'une activité sportive pendant quelques temps, il faut faire attention de ne pas avoir une surcharge calorique quand même. Peut-être encore une question de moi. Steve l'a déjà parlé un peu de ci. Est-ce qu'il y a des recommandations sur la reprise qui sont différentes pour différents athlètes, que ce soit maintenant des athlètes d'un sport d'endurance, voire d'un sport de musculation, où ça revient un peu aux recommandations que tu as déjà présentées lors de la reprise progressive? Je pense le minimum de 10 jours, des 7 jours sans symptômes, ça sera le même. Ça ne change pas avec les différents sports, mais des sports qui sont beaucoup moins demandants en ce qui concerne l'anaérobie, l'aérobie, pourraient peut-être passer un peu plus rapidement aux différentes étapes. Okay. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? N'hésitez pas, pour le moment, il n'y en a pas. Voilà, on entend peut-être encore quelques secondes. Sinon, je vous remercie déjà. Je tiens aussi de nouveau à remercier nos sponsors pour leur soutien. Donc, BGL, BNP Paribas, Orthopédie Felden et Qualisis. Et voilà, il me semble que c'était assez clair. Donc, c'est une bonne nouvelle. Avec ça, je vous remercie et on se voit au plus tard en septembre pour un nouveau soit webinaire, soit en live à la COP. Voilà, bonne soirée. Allez, restez en forme. Merci. Ouais, merci. Au revoir.